Deuxième partie. Cosette. Livre premier. Waterloo. Chapitre 1. Ce qu'on rencontre en venant de Nivelles. L'an dernier, 1861, par une belle matinée de mai, un passant, celui qui raconte cette histoire, arrivait de Nivelles et se dirigeait vers la Hulpe. Il allait à pied, y suivait entre deux rangées d'arbres une large chaussée pavée, ondulant sur des collines qui viennent l'une après l'autre, soulèvent la route et la laissent retomber, et font là comme des vagues énormes. Il avait dépassé Lillois et Boisseigneur-Issac. Il apercevait à l'ouest le clocher d'ardoise de Braine-l'Alleud, qui a la forme d'un vase renversé. Il venait de laisser derrière lui un bois sur une hauteur, et à l'angle d'un chemin de traverse, à côté d'une espèce de potence vermoulue, portant l'inscription « Ancienne barrière numéro 4 », un cabaret ayant sur sa façade cet écriteau « Aux 4 vents et Chabot, café de particulier ». Un demi-quart de lieue plus loin que ce cabaret, il arriva au fond d'un petit vallon où il y a de l'eau qui passe sous une arche pratiquée dans le remblai de la route. Le bouquet d'arbres clairsemés mais très verts, qui emplit le vallon d'un côté de la chaussée, s'éparpille de l'autre dans les prairies et s'en va avec grâce et comme en désordre, vers Braine-l'Alleud. Il y avait là, à droite, au bord de la route, une auberge. Une charrette à 4 roues devant la porte, un grand faisceau de perches à houblon, une charrue, un tas de broussailles sèches près d'une haie vive, de la chaux qui fumait dans un trou carré, une échelle le long d'un vieux hangar à cloison de paille. Une jeune fille sarclée dans un champ où une grande affiche jaune, probablement du spectacle forain de quelque kermesse, volait au vent. À l'angle de l'auberge, à côté d'une mare, où naviguait une flottille de canards, un sentier mal pavé s'enfonçait dans les broussailles. Ce passant y entra. Au bout d'une centaine de pas, après avoir longé un mur du XVe siècle surmonté d'un pignon aigu à briques contrariées, il se trouva en présence d'une grande porte de pierre cintrée, avec un poste rectiligne, dans le grave style de Louis XIV, accosté de 2 médaillons planes. Une façade sévère dominait cette porte. Un mur perpendiculaire à la façade venait presque toucher la porte et la flanquer d'un brusque angle droit. Sur le pré devant la porte gisaient 3 herses à travers lesquelles poussaient pêle-mêle toutes les fleurs de mai. La porte était fermée. Elle avait pour clôture 2 battants décrépits ornés d'un vieux marteau rouillé. Le soleil était charmant. Les branches avaient ce doux frémissement de mai qui semble venir des nids plus encore que du vent. Un brave petit oiseau, probablement amoureux, vocalisait éperdument dans un grand arbre. Le passant se courba et considéra dans la pierre à gauche, au bas du pied droit de la porte, une assez large excavation circulaire ressemblant à l'alvéole d'une sphère. En ce moment, les battants s'écartèrent et une paysanne sortit. Elle vit le passant et aperçut ce qu'il regardait. « C'est un boulet français qui a fait ça !» lui dit-elle. Et elle ajouta. « Ce que vous voyez là-haut, plus haut dans la porte, près d'un clou, c'est le trou d'un gros biscayen. Le biscayen n'a pas traversé le bois. »« Comment s'appelle cet endroit-ci » demanda le passant. « Hougomont » dit la paysanne. Le passant se redressa. Il fit quelques pas et s'en alla regarder au-dessus des haies. Il aperçut à l'horizon, à travers les arbres, une espèce de monticule. Et sur ce monticule, quelque chose qui, de loin, ressemblait à un lion. Il était dans le champ de bataille de Waterloo. Chapitre 2. Hougomont. Hougomont, ce fut là un lieu funèbre, le commencement de l'obstacle, la première résistance que rencontra à Waterloo ce grand bûcheron de l'Europe qu'on appelait Napoléon.
le premier nœud sous le coup de la hache. C'était un château, ce n'est plus qu'une ferme. Hougomont, pour l'antiquaire, c'est Hugomont. Ce manoir fut bâti par Hugo, sire de Sommerel, le même qui dota la 6e chapelle Le Nid de l'abbaye de Villiers. Le passant poussa la porte, coudoya sous un porche une vieille calèche et entra dans la cour. La première chose qui le frappa dans ce préau, ce fut une porte du XVIe siècle qui simule une arcade, tout étant tombé autour d'elle. L'aspect monumental naît souvent de la ruine. Auprès de l'arcade s'ouvre, dans un mur, une autre porte, avec claveaux du temps de Henri IV, laissant voir les arbres d'un verger. À côté de cette porte, un trou à fumier, des pioches et des pelles, quelques charrettes, un vieux puits avec sa dalle et son tourniquet de fer, un poulain qui saute, un dindon qui fait la roue, une chapelle que surmonte un petit clocher, un poirier en fleurs, en espalier sur le mur de la chapelle. Voilà cette cour dont la conquête fut un rêve de Napoléon. Ce coin de terre, s'il eût pu le prendre, lui peut-être donné le monde. Des poules y éparpillent du bec la poussière. On entend un grondement. C'est un gros chien qui montre les dents et qui remplace les Anglais. Les Anglais, là, ont été admirables. Les 4 compagnies des gardes de Cook y ont tenu tête pendant 7 heures à l'acharnement d'une armée. Hougomont, vu sur la carte en plan géométral, bâtiments et enclos compris, présente une espèce de rectangle irrégulier dont un angle aurait été entaillé. C'est à cet angle qu'est la porte méridionale, gardée par ce mur qui la fusille à bout portant. Hougomont a 2 portes. La porte méridionale, celle du château, et la porte septentrionale, celle de la ferme. Napoléon envoya contre Hougomont son frère Jérôme. Les divisions Guilleminot, Foy et Bachelu s'y heurtèrent. Presque tout le corps de Reille y fut employé et y échoua. Les boulets de Kellermann s'épuisèrent sur cet héroïque pan de mur. Ce ne fut pas trop de la brigade Bauduin pour forcer Hougomont au nord, et la brigade Soye ne put que l'entamer au sud, sans le prendre. Les bâtiments de la ferme bordent la cour au sud. Un morceau de la porte nord, brisé par les Français, pend accroché au mur. Ce sont 4 planches clouées sur 2 traverses, et où l'on distingue les balafres de l'attaque. La porte septentrionale, enfoncée par les Français, et à laquelle on a mis une pièce pour remplacer le panneau suspendu à la muraille, s'entrebâille au fond du préau. Elle est coupée carrément dans un mur, de pierre en bas, de briques en haut, qui ferme la cour au nord. C'est une simple porte charretière, comme il y en a dans toutes les métairies, 2 larges battants faits de planches rustiques. Au-delà, des prairies. La dispute de cette entrée a été furieuse. On a longtemps vu sur le montant de la porte toutes sortes d'empreintes de mains sanglantes. C'est là que Bauduin fut tué. L'orage du combat est encore dans la cour. L'horreur y est visible. Le bouleversement de la mêlée s'y est pétrifié. Cela vit, cela meurt, c'était hier. Les murs agonisent, les pierres tombent, les brèches crient, les trous sont des plaies. Les arbres penchés et frissonnants semblent faire effort pour s'enfuir. Cette cour en 1815 était plus bâtie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Des constructions qu'on a depuis jetées bas y faisaient des redans, des angles et des coudes d'équerre. Les Anglais s'y étaient barricadés. Les Français y pénétrèrent, mais ne purent s'y maintenir. À côté de la chapelle, une aile du château, le seul débris qui reste du manoir d'Hougomont, se dresse, écroulé, on pourrait dire éventré. Le château servit de donjon, la chapelle servit de blockhouse. On s'y extermina. Les Français arquebusaient de toutes parts, de derrière les murailles, du haut des greniers, du fond des caves, par toutes les croisées, par tous les soupiraux, par toutes les fentes des pierres, apportèrent des fascines et mirent le feu aux murs et aux hommes. La mitraille eut pour réplique l'incendie. On entrevoit dans l'allée ruinée, à travers des fenêtres garnies de barreaux de fer, les chambres démantelées d'un corps de logis en briques.
Les gardes anglaises étaient embusquées dans ces chambres. La spirale de l'escalier, crevassée du rez-de-chaussée jusqu'au toit, apparaît comme l'intérieur d'un coquillage brisé. L'escalier a 2 étages. Les Anglais, assiégés dans l'escalier et massés sur les marches supérieures, avaient coupé les marches inférieures. Ce sont de larges dalles de pierre bleue qui font un monceau dans les orties. Une dizaine de marches tiennent encore au mur, sur la première étant taillée l'image d'un trident. Ces degrés inaccessibles sont solides dans leurs alvéoles. Tout le reste ressemble à une mâchoire édentée. 2 vieux arbres sont là. L'un est mort, l'autre est blessé au pied et reverdit en avril. Depuis 1815, il s'est mis à pousser à travers l'escalier. On s'est massacré dans la chapelle. Le dedans, redevenu calme, est étrange. On n'y a plus dit la messe depuis le carnage. Pourtant, l'autel y est resté. Un autel de bois grossier adossé à un fond de pierre brute. 4 murs lavés au lait de chaux, une porte vis-à-vis l'autel, 2 petites fenêtres cintrées, sur la porte un grand crucifix de bois, au-dessus du crucifix un soupirail carré bouché d'une botte de foin. Dans un coin à terre, un vieux châssis vitré tout cassé. Telle est cette chapelle. Près de l'autel est clouée une statue en bois de Sainte-Anne du XVe siècle. La tête de l'enfant Jésus a été emportée par un Biscayen. Les Français, maîtres un moment de la chapelle puis délogés, l'ont incendiée. Les flammes ont rempli cette masure. Elle a été fournaise. La porte a brûlé, le plancher a brûlé. Le Christ en bois n'a pas brûlé. Le feu lui a rongé les pieds dont on ne voit plus que les moignons noircis, puis s'est arrêté. Miracle, au dire des gens du pays. L'enfant Jésus décapité n'a pas été aussi heureux que le Christ. Les murs sont couverts d'inscriptions. Près des pieds du Christ, on lit ce nom Enquines, puis ces autres. Conde de Rio Mayor, Marqués y Marquesa de Almagro, Habana. Il y a des noms français avec des points d'exclamation, signe de colère. On a reblanchi le mur en 1849. Les nations s'y insultaient. C'est à la porte de cette chapelle qu'a été ramassé un cadavre qui tenait une hache à la main. Ce cadavre était le sous-lieutenant Legros. On sort de la chapelle et à gauche on voit un puits. Il y en a 2 dans cette cour. On demande pourquoi n'y a-t-il pas de seau et de poulie à celui-ci. C'est qu'on n'y puise plus d'eau. Pourquoi n'y puise-t-on plus d'eau? Parce qu'il est plein de squelettes. Le dernier qui est tiré de l'eau de ce puits se nommait Guillaume Van Kylsom. C'était un paysan qui habitait Hougomont et y était jardinier. Le 18 juin 1815, sa famille prit la fuite et ça l'a caché dans les bois. La forêt autour de l'abbaye de Villers abrita pendant plusieurs jours et plusieurs nuits toutes ces malheureuses populations dispersées. Aujourd'hui encore, de certains vestiges reconnaissables, tels que de vieux troncs d'arbres brûlés, marquent la place de ces pauvres bivouacs tremblants au fond des halliers. Guillaume Van Kylsom demeura à Hougomont pour garder le château et se blottit dans une cave. Les Anglais l'y découvrirent. On l'arracha de sa cachette et à coups de plats de sabre, les combattants se firent servir par cet homme effrayé. Il avait soif. Ce Guillaume leur portait à boire. C'est à ce puits qu'ils puisaient l'eau. Beaucoup burent là leur dernier gorgée. Ce puits où burent tant de morts devait mourir lui aussi. Après l'action, on eut une hâte, enterrer les cadavres. La mort a une façon à elle de harceler la victoire, et elle fait suivre la gloire par la peste. Le typhus est une annexe du triomphe. Ce puits était profond, on en fit un sépulcre, on y jeta 300 morts, peut-être avec trop d'empressement. Tous étaient-ils morts? La légende dit non. Il paraît que la nuit qui suivit l'ensevelissement, on entendit sortir du puits des voix faibles qui appelaient. Ce puits est isolé au milieu de la cour. 3 murs, mi-partie pierre et briques, repliés comme les feuilles d'un paravent et simulant une tourelle carrée, l'entourent de 3 côtés.
Le quatrième côté est ouvert. C'est par là qu'on puisait l'eau. Le mur du fond a une façon d'œil de bœuf informe, peut-être un trou d'obus. Cette tourelle avait un plafond dont il ne reste que les poutres. La ferrure de soutènement du mur de droite dessine une croix. On se penche, et l'œil se perd dans un profond cylindre de briques qu'emplit un entassement de ténèbres. Tout autour du puits, le bas des murs disparaît dans les orties. Ce puits n'a point pour devanture la large dalle bleue qui sert de tablier à tous les puits de Belgique. La dalle bleue y est remplacée par une traverse, à laquelle s'appuient 5 ou 6 difformes tronçons de bois noueux et ankylosés, qui ressemblent à de grands ossements. Il n'a plus ni seau, ni chaîne, ni poulie, mais il a encore la cuvette de pierre qui servait de déservoir. L'eau des pluies s'y amasse, et de temps en temps, un oiseau des forêts voisines vient y boire et s'envole. Une maison dans cette ruine, la maison de la ferme, est encore habitée. La porte de cette maison donne sur la cour. À côté d'une jolie plaque de serrure gothique, il y a sur cette porte une poignée de fer à trèfle, posée de biais. Au moment où le lieutenant hanovrien Wilda saisissait cette poignée pour se réfugier dans la ferme, un sapeur français lui abattit la main d'un coup de hache. La famille qui occupe la maison a pour grand-père l'ancien jardinier Van Kylsom, mort depuis longtemps. Une femme en cheveux gris vous dit « J'étais là. J'avais 3 ans. Ma sœur plus grande avait peur et pleurait. On nous a emportés dans les bois. J'étais dans les bras de ma mère, on se collait l'oreille à terre pour écouter. Moi, j'imitais le canon et je faisais boum, boum. » Une porte de la cour à gauche, nous l'avons dit, donne dans le verger. Le verger est terrible. Il est en 3 parties, on pourrait presque dire en 3 actes. La première partie est un jardin. La deuxième est le verger. La troisième est un bois. Ces 3 parties ont une enceinte commune. Du côté de l'entrée, les bâtiments du château et de la ferme. À gauche, une haie. À droite, un mur. Au fond, un mur. Le mur de droite est en brique, le mur du fond est en pierre. On entre dans le jardin d'abord. Il est en contrebas, planté de gros œillets, encombré de végétation sauvage, fermé d'un terrassement monumental en pierre de taille avec balustre à double renflement. C'était un jardin seigneurial, dans ce premier style français qui a précédé le nôtre. Ruine et ronce aujourd'hui. Les pilastres sont surmontés de globes qui semblent des boulets de pierre. On compte encore 43 balustres sur leurs dés. Les autres sont couchés dans l'herbe. Presque tous ont des éraflures de mousqueterie. Un balustre brisé est posé sur l'étrave comme une jambe cassée. C'est dans ce jardin, plus bas que le verger, que 6 voltigeurs du premier léger, ayant pénétré là et n'en pouvant plus sortir, pris et traqués comme des ours dans leur fosse, acceptèrent le combat avec 2 compagnies hanovriennes, dont une était armée de carabines. Les hanovriens bordaient ces balustres et tiraient d'en haut. Ces voltigeurs, ripostant d'en bas, 6 contre 200 intrépides, n'ayant pour abri que les gros œillets, mirent 1/4 d'heure à mourir. On monte quelques marches, et du jardin on passe dans le verger proprement dit. Là, dans ces quelques toises carrées, 1500 hommes tombèrent en moins d'1 heure. Le mur semble prêt à recommencer le combat. Les 38 meurtrières percées par les Anglais à des hauteurs irrégulières y sont encore. Devant la 16e sont couchées 2 tombes anglaises en granit. Il n'y a de meurtrières qu'au mur sud. L'attaque principale venait de là. Ce mur est caché au dehors par une grande haie vive. Les Français arrivèrent, croyant n'avoir affaire qu'à la haie. La franchirent et trouvèrent ce mur, obstacle et embuscade. Les gardes anglais derrière, les 38 meurtrières faisaient feu à la fois, un orage de mitraille et de balles. Et la brigade Soye s'y brisa. Waterloo commença ainsi.
Le verger pourtant fut pris. On n'avait pas d'échelle, les Français grimpèrent avec les ongles. On se battit corps à corps sous les arbres. Toute cette herbe a été mouillée de sang. Un bataillon de Nassau, 700 hommes, fut foudroyé là. Au dehors, le mur contre lequel furent braquées les 2 batteries de Kellermann est rongé par la mitraille. Ce verger est sensible, comme un autre au mois de mai. Il a ses boutons d'or et ses pâquerettes, l'herbe y est haute, des chevaux de charrue y paissent, des cordes de crin où sèche du linge traversent les intervalles des arbres et font baisser la tête aux passants. On marche dans cette friche et le pied enfonce dans des trous de taupe. Au milieu de l'herbe, on remarque un tronc déraciné, gisant, verdissant. Le major Blackman s'y adossait pour expirer. Sous un grand arbre voisin est tombé le général allemand Duplat, d'une famille française réfugiée à la révocation de l'édit de Nantes. Tout à côté se penche un vieux pommier malade, pansé avec un bandage de paille et de terre glaise. Presque tous les pommiers tombent de vieillesse. Il n'y en a pas un qui n'ait sa balle ou son biscaïen. Les squelettes d'arbres morts abondent dans ce verger. Les corbeaux volent dans les branches. Au fond, il y a un bois plein de violettes. Bauduin tué, Foyce blessé, l'incendie, le massacre, le carnage, un ruisseau fait de sang anglais, de sang allemand et de sang français, furieusement mêlés, un puits comblé de cadavres, le régiment de Nassau et le régiment de Brunswick détruits, Duplat tué, Blackman tué, les gardes anglaises mutilées, 20 bataillons français sur les 40 du corps de Reille, décimés, 3000 hommes, dans cette seule masure de Hougomont, sabrés, écharpés, égorgés, fusillés, brûlés. Et tout cela pour qu'aujourd'hui, un paysan dise à un voyageur « Monsieur, donnez-moi 3 francs. Si vous aimez, je vous expliquerai la chose de Waterloo. » Chapitre 3. Le 18 juin 1815. Retournons en arrière. C'est un des droits du narrateur, et replaçons-nous en l'année 1815, et même un peu avant l'époque où commence l'action racontée dans la première partie de ce livre. S'il n'avait pas plu dans la nuit du 17 au 18 juin 1815, l'avenir de l'Europe était changé. Quelques gouttes d'eau de plus ou de moins ont fait pencher Napoléon. Pour que Waterloo fût la fin d'Austerlitz, la Providence n'a eu besoin que d'un peu de pluie et un nuage traversant le ciel à contresens de la saison a suffi pour l'écroulement d'un monde. La bataille de Waterloo, et ceci a donné à Blücher le temps d'arriver, n'a pu commencer qu'à 11h30. Pourquoi ? Parce que la terre était mouillée. Il a fallu attendre un peu de raffermissement pour que l'artillerie pût manœuvrer. Napoléon était officier d'artillerie, et il s'en ressentait. Le fond de ce prodigieux capitaine, c'était l'homme qui, dans le rapport au directoire sur Aboukir, disait « Tel de nos boulets a tué 6 hommes ». Tous ces plans de bataille sont faits pour le projectile. Faire converger l'artillerie sur un point donné, c'était là sa clé de victoire. Il traitait la stratégie du général ennemi comme une citadelle, et il la battait en brèche. Il accablait le point faible de mitraille. Il nouait et dénouait les batailles avec le canon. Il y avait du tir dans son génie. Enfoncer les carrés, pulvériser les régiments, rompre les lignes, broyer et disperser les masses. Tout pour lui était là, frapper, frapper, frapper sans cesse. Et il confiait cette besogne au boulet. Méthode redoutable et qui, jointe au génie, a fait invincible pendant 15 ans ce sombre athlète du pugilat de la guerre. Le 18 juin 1815, il comptait d'autant plus sur l'artillerie qu'il avait pour lui le nombre. Wellington n'avait que 159 bouches à feu. Napoléon en avait 240. Supposez la terre sèche. L'artillerie pouvant rouler,
L'action commençait à 6 heures du matin. La bataille était gagnée et finie à 2 heures. 3 heures avant la péripétie prussienne. Quelle quantité de fautes y a-t-il de la part de Napoléon dans la perte de cette bataille? Le naufrage est-il imputable au pilote? Le déclin physique évident de Napoléon se compliquait-il à cette époque d'une certaine diminution intérieure? Les 20 ans de guerre avaient-ils usé la lame comme le fourreau, l'âme comme le corps? Le vétéran se faisait-il fâcheusement sentir dans le capitaine? En un mot, ce génie, comme beaucoup d'historiens considérables l'ont cru, s'éclipsait-il? Entrait-il en frénésie pour se déguiser à lui-même son affaiblissement? Commençait-il à osciller sous l'égarement d'un souffle d'aventure? Devenait-il, chose grave dans un général, inconscient du péril? Dans cette classe de grands hommes matériels qu'on peut appeler les géants de l'action, y a-t-il un âge pour la myopie du génie? La vieillesse n'a pas de prise sur les génies de l'idéal. Pour les Dante et les Michel-Ange, vieillir, c'est croître. Pour les Hannibal et les Bonaparte, est-ce décroître? Napoléon avait-il perdu le sens direct de la victoire? En était-il à ne plus reconnaître l'écueil, à ne plus deviner le piège, à ne plus discerner le bord croulant des abîmes? Manquait-il du flair des catastrophes? Lui qui jadis savait toutes les routes du triomphe, et qui du haut de son char d'éclairs les indiquait d'un doigt souverain, avait-il maintenant cet ahurissement sinistre de mener au précipice son tumultueux attelage de légions? Était-il pris à 46 ans d'une folie suprême? Ce cocher titanique du destin n'était-il plus qu'un immense casse-cou? Nous ne le pensons point. Son plan de bataille était, de l'aveu de tous, un chef-d'œuvre. Aller droit au centre de la ligne alliée, faire un trou dans l'ennemi, le couper en deux, pousser la moitié britannique sur Hal et la moitié prussienne sur Tongres, faire de Wellington et de Blücher 2 tronçons, enlever Mont-Saint-Jean, saisir Bruxelles, jeter l'Allemand dans le Rhin et l'Anglais dans la mer. Tout cela, pour Napoléon, était dans cette bataille. Ensuite, on verrait. Il va sans dire que nous ne prétendons pas faire ici l'histoire de Waterloo. Une des scènes génératrices du drame que nous racontons se rattache à cette bataille. Mais cette histoire n'est pas notre sujet. Cette histoire d'ailleurs est faite magistralement à un point de vue par Napoléon, à l'autre point de vue par toute une pléiade d'historiens. Quant à nous, nous laissons les historiens aux prises. Nous ne sommes qu'un témoin à distance, un passant dans la plaine, un chercheur penché sur cette terre pétrie de chair humaine, prenant peut-être des apparences pour des réalités. Nous n'avons pas le droit de tenir tête, au nom de la science, à un ensemble de faits où il y a sans doute du mirage. Nous n'avons ni la pratique militaire, ni la compétence stratégique qui autorise un système. Selon nous, un enchaînement de hasards domine à Waterloo les 2 capitaines, et quand il s'agit du destin, ce mystérieux accusé, nous jugeons comme le peuple se juge naïf. Chapitre 4 A. Ceux qui veulent se figurer nettement la bataille de Waterloo n'ont qu'à coucher sur le sol, par la pensée, un A majuscule. Le jambage gauche de là est la route de Nivelles. Le jambage droit est la route de Genappe. La corde de là est le chemin creux d'Ohain, à Braine-l'Alleud. Le sommet de là est Mont-Saint-Jean. Là est Wellington. La pointe gauche inférieure est Hougomont. Là est Reille avec Jérôme Bonaparte. La pointe droite inférieure est la Belle Alliance. Là est Napoléon. Un peu au-dessous du point où la corde de là rencontre et coupe le jambage droit est la haie sainte. Au milieu de cette corde est le point précis où s'est dit le mot final de la bataille. C'est là qu'on a placé le lion, symbole involontaire du suprême héroïsme de la garde impériale. Le triangle compris au sommet de là entre les 2 jambages et la corde
et le plateau de Mont-Saint-Jean. La dispute de ce plateau fut toute la bataille. Les ailes des deux armées s'étendent à droite et à gauche des deux routes de Genappe et de Nivelles. d'Erlon faisant face à Picton, Reille faisant face à Hill. Derrière la pointe de l'A, derrière le plateau de Mont-Saint-Jean, est la forêt de Soignes. Quant à la plaine en elle-même, qu'on se représente un vaste terrain ondulant. Chaque pli domine le pli suivant, et toutes les ondulations montent vers Mont-Saint-Jean et y aboutissent à la forêt. Deux troupes ennemies sur un champ de bataille sont deux lutteurs. C'est un bras-le-corps. L'une cherche à faire glisser l'autre. On se cramponne à tout. Un buisson est un point d'appui. Un angle de mur est un épaulement. Faute d'une bicoque où s'adosser, un régiment lâche-pied. Un ravalement de la plaine, un mouvement de terrain, un sentier transversal à propos, un bois, un ravin peuvent arrêter le talon de ce colosse qu'on appelle une armée et l'empêcher de reculer. Qui sort du champ est battu. De là, pour le chef responsable, la nécessité d'examiner la moindre touffe d'arbre et d'approfondir le moindre relief. Les deux généraux avaient attentivement étudié la plaine de Mont-Saint-Jean, dite aujourd'hui plaine de Waterloo. Dès l'année précédente, Wellington avait une sagacité prévoyante, l'avait examiné comme un en-cas de grande bataille. Sur ce terrain et pour ce duel, le 18 juin, Wellington avait le bon côté, Napoléon le mauvais. L'armée anglaise était en haut, l'armée française en bas. Esquisser ici l'aspect de Napoléon à cheval, sa lunette à la main, sur la hauteur de Rossomme, à l'aube du 18 juin 1815, cela est presque de trop. Avant qu'on le montre, tout le monde l'a vu. Ce profil calme sous le petit chapeau de l'école de Brienne, cet uniforme vert, le revers blanc cachant la plaque, la redingote grise cachant les épaulettes, l'angle du cordon rouge sous le gilet, la culotte de peau, le cheval blanc avec sa housse de velours pourpre, ayant au coin des N couronnées et des aigles, les bottes à l'écuyère sur des bas de soie, les éperons d'argent, l'épée de Marengo, toute cette figure du dernier César est debout dans les imaginations, acclamée des uns, sévèrement regardée par les autres. Cette figure a été longtemps toute dans la lumière. Cela tenait à un certain obscurcissement légendaire que la plupart des héros dégagent et qui voilent toujours plus ou moins longtemps la vérité. Mais aujourd'hui, l'histoire et le jour se font. Cette clarté, l'histoire, est impitoyable. Elle a cela d'étrange et de divin que toute lumière qu'elle est précisément parce qu'elle est lumière. Elle met souvent de l'ombre là où l'on voyait des rayons. Du même homme, elle fait deux fantômes différents, et l'un attaque l'autre, et en fait justice, et les ténèbres du despote luttent avec l'éblouissement du capitaine. De là, une mesure plus vraie dans l'appréciation définitive des peuples. Babylone violée diminue Alexandre. Rome enchaînée diminue César. Jérusalem tuée diminue Titus. La tyrannie suit le tyran. C'est un malheur pour un homme de laisser derrière lui de la nuit qui a sa forme. Chapitre 5. Le quid obscurum des batailles. Tout le monde connaît la première phase de cette bataille. Début trouble, incertain et hésitant, menaçant pour les deux armées, mais pour les Anglais plus encore que pour les Français. Il avait plu toute la nuit. La terre était défoncée par l'averse. L'eau s'était çà et là amassée dans les creux de la plaine comme des cuvettes. Sur de certains points, les équipages du train en avaient jusqu'à l'essieu. Les sous-ventrières des attelages dégoûtaient de boue liquide. Si les blés et les seigles couchés par cette cohue de charrois en marche n'eussent comblé les ornières et fait litière sous les roues, tout mouvement, particulièrement dans les vallons du côté de Papelotte, eût été impossible. L'affaire commença tard. Napoléon, nous l'avons expliqué, avait l'habitude de tenir toute l'artillerie dans sa main comme un pistolet.
visant tantôt tel point, tantôt tel autre de la bataille, et il avait voulu attendre que les batteries attelées pussent rouler et galoper librement. Il fallait pour cela que le soleil parût et séchât le sol. Mais le soleil ne parut pas. Ce n'était plus le rendez-vous d'Austerlitz. Quand le premier coup de canon fut tiré, le général anglais Colville regarda sa montre et constata qu'il était 11h35. L'action s'engagea avec furie, plus de furie peut-être que l'empereur n'eût voulu, par l'aile gauche française sur Hougomont. En même temps, Napoléon attaqua le centre en précipitant la brigade Quiot sur la Haie Sainte et Ney poussa l'aile droite française contre l'aile gauche anglaise qui s'appuyait sur Papelotte. L'attaque sur Hougomont avait quelques simulations. Attirer là Wellington, le faire pencher à gauche, tel était le plan. Ce plan eût réussi si les 4 compagnies des gardes anglais et les braves Belges de la division Perponcher n'eussent solidement gardé la position. Et Wellington, au lieu de s'y masser, put se borner à y envoyer pour tout renfort 4 autres compagnies de garde et 1 bataillon de Brunswick. L'attaque de l'aile droite française sur Papelotte était à fond. Culbuter la gauche anglaise, couper la route à Bruxelles, barrer le passage aux Prussiens possible, forcer Mont-Saint-Jean, refouler Wellington sur Hougomont, de là sur Braine-l'Alleud, de là sur Halle. Rien de plus net. À part quelques incidents, cette attaque réussit. Papelotte fut pris. La Haie Sainte fut enlevée. Détail à noter. Il y avait dans l'infanterie anglaise, particulièrement dans la brigade de Kempt, force recrue. Ces jeunes soldats, devant nos redoutables fantassins, furent vaillants. Leur inexpérience se tira intrépidamment d'affaire. Ils firent surtout un excellent service de tirailleurs. Le soldat en tirailleur, un peu livré à lui-même, devient pour ainsi dire son propre général. Ces recrues montrèrent quelque chose de l'invention et de la furie française. Cette infanterie novice eut de la verve. Ceci déplut à Wellington. Après la prise de Haie Sainte, la bataille vacilla. Il y a dans cette journée de midi à 4 heures un intervalle obscur. Le milieu de cette bataille est presque indistinct et participe du sombre de la mêlée. Le crépuscule s'y fait. On aperçoit de vastes fluctuations dans cette brume, un mirage vertigineux, l'attirail de guerre d'alors presque inconnu aujourd'hui, les colbacks à flammes, les sabretaches flottantes, les buffletteries croisées, les gibernes à grenades, les dolmans des hussards, les bottes rouges à 1000 plis, les lourds shakos enguirlandés de torsades, l'infanterie presque noire de Brunswick mêlée à l'infanterie écarlate d'Angleterre, les soldats anglais ayant aux entournures pour épaulettes de gros bourrelets blancs circulaires, les chevaux légers hanovriens avec leurs casques de cuir oblong à bandes de cuivre et à crinières de crin rouge, les Écossais aux genoux nus et aux plaids quadrillés, les grandes guêtres blanches de nos grenadiers, des tableaux, non des lignes stratégiques, ce qu'il faut à Salvator Rosa, non ce qu'il faut à Gribeauval. Une certaine quantité de tempête se mêle toujours à une bataille. Quid obscurum, quid divinum. Chaque historien trace un peu le linéament qui lui plaît dans ses pêle-mêle. Quelle que soit la combinaison des généraux, le choc des masses armées a d'incalculables reflux. Dans l'action, les 2 plans des 2 chefs entrent l'un dans l'autre et se déforment l'un par l'autre. Tel point du champ de bataille dévore plus de combattants que tel autre, comme ces sols plus ou moins spongieux qui boivent plus ou moins vite l'eau qu'on y jette. On est obligé de réserver là plus de soldats qu'on ne voudrait. Dépenses qui sont l'imprévu. La ligne de bataille flotte et serpente comme un fil. Les traînées de sang ruissellent illogiquement. Les fronts des armées ondoient. Les régiments entrant ou sortant font des caps ou des golfs. Tous ces écueils remuent continuellement les uns devant les autres. Où était l'infanterie, l'artillerie arrive. Où était l'artillerie, accourt la cavalerie. Les bataillons sont des fumées. Il y avait là quelque chose, cherchez, c'est disparu. Les éclaircies se déplacent. Les plis sombres avancent et reculent. Une sorte de vent du sépulcre pousse, refoule, enfle et disperse ces multitudes tragiques. Qu'est-ce qu'une mêlée ?
une oscillation. L'immobilité d'un plan mathématique exprime une minute et non une journée. Pour peindre une bataille, il faut de ces puissants peintres qui aient du chaos dans le pinceau. Rembrandt vaut mieux que Van der Meulen. Van der Meulen, exact à midi, ment à 3 heures. La géométrie trompe. L'ouragan seul est vrai. C'est ce qui donne à Folard le droit de contredire Polybe. Ajoutons qu'il y a toujours un certain instant où la bataille dégénère en combat, se particularise et s'éparpille en d'innombrables faits de détail, qui, pour emprunter l'expression de Napoléon lui-même, appartiennent plutôt à la biographie des régiments qu'à l'histoire de l'armée. L'historien, en ce cas, a le droit évident de résumer. Il ne peut que saisir les contours principaux de la lutte, et il n'est donné à aucun narrateur, si consciencieux qu'il soit, de fixer absolument la forme de ce nuage horrible qu'on appelle une bataille. Ceci qui est vrai de tous les grands chocs armés est particulièrement applicable à Waterloo. Toutefois, dans l'après-midi, à un certain moment, la bataille se précisa. Chapitre 6. 4 heures de l'après-midi. Vers 4 heures, la situation de l'armée anglaise était grave. Le prince d'Orange commandait le centre, Hill l'aile droite, Picton l'aile gauche. Le prince d'Orange, éperdu et intrépide, criait aux Hollandais belges « Nassau, Brunswick, jamais en arrière !» Hill, affaibli, venait s'adosser à Wellington. Picton était mort. Dans la même minute où les Anglais avaient enlevé aux Français le drapeau du 105e de ligne, les Français avaient tué aux Anglais le général Picton d'une balle à travers la tête. La bataille pour Wellington avait 2 points d'appui, Hougomont et la Haie-Sainte. Hougomont tenait encore, mais brûlé. La Haie-Sainte était prise. Du bataillon allemand qui la défendait, 42 hommes seulement survivaient. Tous les officiers, moins 5, étaient morts ou pris. 3000 combattants s'étaient massacrés dans cette grange. Un sergent des gardes anglaises, le premier boxeur de l'Angleterre, réputé par ses compagnons invulnérables, y avait été tué par un petit tambour français. Baring était délogé, Alten était sabré, plusieurs drapeaux étaient perdus, dont un de la division Alten et un du bataillon de Lunebourg, porté par un prince de la famille de Deux-Ponts. Les Écossais gris n'existaient plus. Les gros dragons de Ponsonby étaient hachés. Cette vaillante cavalerie avait plié sous les lanciers de Brough et sous les cuirassiers de Travers. De 1200 chevaux, il en restait 600. Des 3 lieutenants-colonels, 2 étaient à terre, Hamilton blessé, Mater tué. Ponsonby était tombé, troué de 7 coups de lance. Gordon était mort, March était mort. 2 divisions, la 5e et la 6e, étaient détruites. Hougomont entamé, la Haie-Sainte prise, il n'y avait plus qu'un nœud, le centre. Ce nœud-là tenait toujours. Wellington le renforça. Il y appela Hill, qui était à Merbe-Braine. Il y appela Chassé, qui était à Braine-l'Alleud. Le centre de l'armée anglaise, un peu concave, très dense et très compact, était fortement situé. Il occupait le plateau de Mont-Saint-Jean, ayant derrière lui le village, et devant lui la pente assez âpre alors. Il s'adossait à cette forte maison de pierre, qui était à cette époque un bien domanial de Nivelles, et qui marque l'intersection des routes, masse du XVIe siècle si robuste que les boulets y ricochaient sans l'entamer. Tout autour du plateau, les Anglais avaient taillé çà et là les haies, fait des embrasures dans les aubépines, mais une gueule de canon entre 2 branches crénelait les buissons. Leur artillerie était en embuscade sous les broussailles. Ce travail punique, incontestablement autorisé par la guerre qui admet le piège, était si bien fait que Haxo, envoyé par l'empereur à 9 heures du matin pour reconnaître les batteries ennemies, n'en avait rien vu, et était revenu dire à Napoléon qu'il n'y avait pas d'obstacle. Or, les 2 barricades barrant la route de Nivelles et de Genappe. C'était le moment où la moisson est haute. Sur la lisière du plateau, un bataillon de la brigade Kempt, le 95e, armé de carabines, était couché dans les grands blés.
Ainsi assuré et contre-buté, le centre de l'armée anglo-hollandaise était en bonne posture. Le péril de cette position était la forêt de Soignes, alors contiguë au champ de bataille et coupée par les étangs de Groenendael et de Boitsfort. Une armée n'eût pu y reculer sans se dissoudre. Les régiments s'y fussent tout de suite désagrégés. L'artillerie s'y fut perdue dans les marais. La retraite, selon l'opinion de plusieurs hommes du métier, contestée par d'autres il est vrai, eût été là un sauve-qui-peut. Wellington ajouta à ce centre une brigade de chassés, ôtée à l'aile droite, et une brigade de Wincke, ôtée à l'aile gauche, plus la division Clinton. À ces Anglais, au régiment de Halkett, à la brigade de Mitchell, aux gardes de Maitland, il donna comme épaulement et contrefort l'infanterie de Brunswick, le contingent de Nassau, les Hanovriens de Kilmansegge et les Allemands d'Oppenta. Cela lui mit sous la main 26 bataillons. L'aile droite, comme dit Charras, fut rabattue derrière le centre. Une batterie énorme était masquée par des sacs à terre à l'endroit où est aujourd'hui ce qu'on appelle le musée de Waterloo. Wellington avait en outre dans un pli de terrain les dragons-gardes de Somerset, 1400 chevaux. C'était l'autre moitié de cette cavalerie anglaise, si justement célèbre. Ponsonby détruit, restait Somerset. La batterie qui achevait eût été presque une redoute, était disposée derrière un mur de jardin très bas, revêtu à la hâte d'une chemise de sacs de sable et d'un large talus de terre. Cet ouvrage n'était pas fini. On n'avait pas eu le temps de le palissader. Wellington, inquiet, mais impassible, était à cheval, et y demeura toute la journée dans la même attitude, un peu en avant du vieux moulin de Mont-Saint-Jean, qui existe encore, sous un orme qu'un Anglais, depuis, vandale enthousiaste, a acheté 200 francs, scié et emporté. Wellington fut là, froidement héroïque. Les boulets pleuvaient. L'aide de camp Gordon venait de tomber à côté de lui. Lord Hill, lui montrant un obus qui éclatait, lui dit « My lord, quelles sont vos instructions? Et quels ordres nous laissez-vous si vous faites tuer ?»« De faire comme moi, » répondit Wellington. À Clinton, il dit laconiquement « Tenir ici jusqu'au dernier homme. » La journée visiblement tournait mal. Wellington criait à ses anciens compagnons de Talavera, de Vittoria et de Salamanque « Boys, est-ce qu'on peut songer à lâcher pied? Pensez à la vieille Angleterre !» Vers 4 heures, la ligne anglaise s'ébranla en arrière. Tout à coup, on ne vit plus sur la crête du plateau que l'artillerie et les tirailleurs. Le reste disparut. Les régiments, chassés par les obus et les boulets français, se replièrent dans le fond, que coupe encore aujourd'hui le sentier de service de la ferme de Mont-Saint-Jean. Un mouvement rétrograde se fit, le front de bataille anglais se déroba, Wellington recula. « Commençons de retraite !» cria Napoléon. Chapitre 7. Napoléon de belle humeur. L'empereur, quoique malade et gêné à cheval par une souffrance locale, n'avait jamais été de si bonne humeur que ce jour-là. Depuis le matin, son impénétrabilité souriait. Le 18 juin 1815, cette âme profonde, masquée de marbre, rayonnait aveuglement. L'homme qui avait été sombre à Austerlitz fut gai à Waterloo. Les plus grands prédestinés font de ces contresens. Nos joies sont de l'ombre, le suprême sourire est à Dieu. Ridet Caesar Pompeius flebit, disaient les légionnaires de la Légion fulminatrix. Pompée, cette fois, ne devait pas pleurer, mais il est certain que César riait. Dès la veille, la nuit, à 1 heure, explorant à cheval, sous l'orage et sous la pluie, avec Bertrand, les collines qui avoisinent Rossomme, satisfait de voir la longue ligne de feux anglais illuminant tout l'horizon de Frischemont à Braine-l'Alleud, il lui avait semblé que le destin, assigné par lui à jour fixe sur ce champ de Waterloo, était exact.
Il avait arrêté son cheval et était demeuré quelque temps immobile, regardant les éclairs, écoutant le tonnerre, et on avait entendu ce fataliste jeter dans l'ombre cette parole mystérieuse. « Nous sommes d'accord. » Napoléon se trompait. Il n'était plus d'accord. Il n'avait pas pris une minute de sommeil. Tous les instants de cette nuit-là avaient été marqués pour lui par une joie. Il avait parcouru toute la ligne des grands gardes en s'arrêtant çà et là pour parler aux vedettes. À 2h30, près du bois d'Hougomont, il avait entendu le pas d'une colonne en marche. Il avait cru un moment à la reculade de Wellington. Il avait dit à Bertrand « C'est l'arrière-garde anglaise qui s'ébranle pour décamper. Je ferai prisonnier les 6000 Anglais qui viennent d'arriver à Ostende. » Il causait avec expansion. Il avait retrouvé cette verve du débarquement du 1er mars, quand il montrait au grand maréchal le paysan enthousiaste du golfe Juan en s'écriant « Eh bien Bertrand, voilà déjà du renfort !» La nuit du 17 au 18 juin, il raillait Wellington. « Ce petit Anglais a besoin d'une leçon », disait Napoléon. La pluie redoublait. Il tonnait pendant que l'empereur parlait. À 3h30 du matin, il avait perdu une illusion. Des officiers, envoyés en reconnaissance, lui avaient annoncé que l'ennemi ne faisait aucun mouvement. Rien ne bougeait. Pas un feu de bivouac n'était éteint. L'armée anglaise dormait. Le silence était profond sur la terre. Il n'y avait de bruit que dans le ciel. À 4h, un paysan lui avait été amené par les coureurs. Ce paysan avait servi de guide à une brigade de cavalerie anglaise, probablement la brigade Vivian, qui allait prendre position au village d'Ohain, à l'extrême gauche. À 5h, 2 déserteurs belges lui avaient rapporté qu'ils venaient de quitter leur régiment et que l'armée anglaise attendait la bataille. « Tant mieux !» s'était écrié Napoléon. « J'aime encore mieux les culbuter que les refoulés. » Le matin, sur la berge qui fait l'angle du chemin de Plancenoit, il avait mis pied à terre dans la boue. S'était fait apporter de la ferme de Rossomme une table de cuisine et une chaise de paysan. S'était assis, avec une botte de paille pour tapis, et avait déployé sur la table la carte du champ de bataille, en disant à Soult « Joli échiquier !» Par suite des pluies de la nuit, les convois de vivres, empêtrés dans des routes défoncées, n'avaient pu arriver le matin. Le soldat n'avait pas dormi, était mouillé et était à jeun. Cela n'avait pas empêché Napoléon de crier allègrement à Ney « Nous avons 90 chances sur 100 !» À 8h, on avait apporté le déjeuner de l'empereur. Il y avait invité plusieurs généraux. Tout en déjeunant, on avait raconté que Wellington était l'avant-veille au bal à Bruxelles, chez la duchesse de Richmond, et Soult, rude homme de guerre avec une figure d'archevêque, avait dit « Le bal, c'est aujourd'hui ». L'empereur avait plaisanté Ney, qui disait « Wellington ne sera pas assez simple pour attendre votre majesté ». C'était là d'ailleurs sa manière. Il badinait volontiers, dit Fleury de Chaboulon. Le fond de son caractère était une humeur enjouée, dit Courgaud. Il abondait en plaisanteries plutôt bizarres que spirituelles, dit Benjamin Constant. Ces gaietés de géant valent la peine qu'on y insiste. C'est lui qui avait appelé ses grenadiers les grognards. Il leur pinçait l'oreille, il leur tirait la moustache. L'empereur ne faisait que nous faire des niches. Ceci est un mot de l'un d'eux. Pendant le mystérieux trajet de l'île d'Elbe en France, le 27 février, en pleine mer, le brick de guerre français, le Zéphyr, ayant rencontré le brick l'Inconstant, où Napoléon était caché et ayant demandé à l'Inconstant des nouvelles de Napoléon, l'empereur, qui avait encore en ce moment-là à son chapeau la cocarde blanche et amarante semée d'abeilles, adoptée par lui à l'île d'Elbe, avait pris en riant le porte-voix et avait répondu lui-même « L'empereur se porte bien !» Qui rit de la sorte est en familiarité avec les événements. Napoléon avait eu plusieurs excès de ce rire pendant le déjeuner de Waterloo. Après le déjeuner, il s'était recueilli un quart d'heure, puis 2 généraux s'étaient assis sur la botte de paille, une plume à la main, une feuille de papier sur le genou, et l'empereur leur avait dicté l'ordre de bataille. À 9h, à l'instant où l'armée française, échelonnée et mise en mouvement sur 5 colonnes, s'était déployée,
La division sur 2 lignes, l'artillerie entre les brigades, musique en tête, battant au chant, avec les roulements des tambours et les sonneries des trompettes, puissante, vaste, joyeuse, mer de casques, de sabres et de baïonnettes sur l'horizon. L'empereur, ému, s'était écrié à 2 reprises « Magnifique, magnifique !» De 9 heures à 10 heures et demie, toute l'armée, ce qui semble incroyable, avait pris position et s'était rangée sur 6 lignes, formant, pour répéter l'expression de l'empereur, la figure des 6 V. Quelques instants après la formation du front de bataille, au milieu de ce profond silence de commencement d'orage qui précède les mêlées, voyant défiler les 3 batteries de 12, détachées sur son ordre des 3 corps de d'Erlon, de Reille et de Lobau, et destinées à commencer l'action en battant Mont-Saint-Jean, où est l'intersection des routes de Nivelles et de Genappe, l'empereur avait frappé sur l'épaule de Haxo en lui disant « Voilà 24 belles filles, général !» Sûr de l'issue, il avait encouragé d'un sourire, à son passage devant lui, la compagnie de sapeurs du 1er corps, désignée par lui pour se barricader dans Mont-Saint-Jean sitôt le visage enlevé. Toute cette sérénité n'avait été traversée que par un mot de pitié hautaine. En voyant à sa gauche un endroit où il y a aujourd'hui une grande tombe, se masser avec leurs chevaux superbes, ces admirables écossais gris, il avait dit « C'est dommage ». Puis il était monté à cheval, s'était porté en avant de Rossomme et avait choisi pour observatoire une étroite croupe de gazon à droite de la route de Genappe à Bruxelles, qui fut sa seconde station pendant la bataille. La 3e station, celle de 7 heures du soir, entre la Belle-Alliance et la Haie-Sainte, est redoutable. C'est un tertre tracé élevé qui existe encore, et derrière lequel la garde était massée dans une déclivité de la plaine. Autour de ce tertre, les boulets ricochaient sur le pavé de la chaussée jusqu'à Napoléon. Comme à Brienne, il avait sur sa tête le sifflement des balles et des biscayens. On a ramassé presque à l'endroit où étaient les pieds de son cheval des boulets vermoulus de vieilles lames de sabre et des projectiles informes mangés de rouille. Scabra rubinigene. Il y a quelques années, on y a déterré un obus de 60, encore chargé, dont la fusée s'était brisée au ras de la bombe. C'est à cette dernière station que l'empereur disait à son guide Lacoste, paysan hostile, effaré, attaché à la selle d'un hussard, se retournant à chaque paquet de mitraille et tâchant de se cacher derrière lui. « Imbécile, c'est honteux, tu vas te faire tuer dans le dos !» Celui qui écrit ces lignes a trouvé lui-même, dans le talus friable de ce tertre, en creusant le sable, les restes du col d'une bombe désagrégée par l'oxyde de 46 années, et de vieux tronçons de fer qui cassaient comme des bâtons de sureau entre ses doigts. Les ondulations des plaines, diversement inclinées, où eut lieu la rencontre de Napoléon et de Wellington, ne sont plus, personne ne l'ignore, ce qu'elles étaient le 18 juin 1815. En prenant à ce champ funèbre de quoi lui faire un monument, on lui a ôté son relief réel, et l'histoire déconcertée ne s'y reconnaît plus. Pour le glorifier, on l'a défiguré. Wellington, 2 ans après, revoyant Waterloo, s'est écrié « On m'a changé mon champ de bataille !» Là où est aujourd'hui la grosse pyramide de terre surmontée du lion, il y avait une crête qui, vers la route de Nivelles, s'abaissait en rampe praticable, mais qui, du côté de la chaussée de Genappe, était presque un escarpement. L'élévation de cet escarpement peut encore être mesurée aujourd'hui par la hauteur de 2 tertres des 2 grandes sépultures qui encaissent la route de Genappe à Bruxelles. L'une le tombeau anglais à gauche, l'autre le tombeau allemand à droite. Il n'y a point de tombeau français. Pour la France, toute cette plaine est sépulcre. Grâce aux 1000 et 1000 charretées de terre employées à la butte de 150 pieds de haut et d'un demi-mille de circuit, le plateau de Mont-Saint-Jean est aujourd'hui accessible en pente douce. Le jour de la bataille, surtout du côté de la Haie-Sainte, il était d'un abord âpre et abrupt. Le versant, là, était si incliné
que les canons anglais ne voyaient pas au-dessous d'eux la ferme située au fond du vallon, centre du combat. Le 18 juin 1815, les pluies avaient encore raviné cette roideur. La fange compliquait la montée, et non seulement on gravissait, mais on s'embourbait. Le long de la crête du plateau courait une sorte de fossé impossible à deviner pour un observateur lointain. Qu'était-ce que ce fossé? Disons le Brenne. L'Alleux est un village de Belgique. Ohain en est un autre. Ces villages, cachés tous les deux dans des courbes de terrain, sont joints par un chemin d'1 lieue et demie environ qui traverse une plaine à niveau ondulant. Et souvent, entre et s'enfonce dans des collines comme un sillon, ce qui fait que, sur divers points, cette route est un ravin. En 1815, comme aujourd'hui, cette route coupait la crête du plateau de Mont-Saint-Jean entre les deux chaussées de Genappe et de Nivelles. Seulement, elle est aujourd'hui de plain pied avec la plaine. Elle était alors chemin creux. On lui a pris ses 2 talus pour la butte-monument. Cette route était et est encore une tranchée dans la plus grande partie de son parcours. Tranchée creuse, quelquefois d'une 12aine de pieds, et dont les talus trop escarpés s'écroulaient çà et là, surtout en hiver, sous les averses. Des accidents y arrivaient. La route était si étroite à l'entrée de Braine-l'Alleud qu'un passant y avait été broyé par un chariot, comme le constate une croix de pierre debout, près du cimetière, qui donne le nom du mort, M. Bernard Debry, marchand à Bruxelles. Et la date de l'accident, février 1637. Elle était si profonde sur le plateau du Mont-Saint-Jean qu'un paysan, Mathieu Nicaise, y avait été écrasé en 1783 par un éboulement du talus, comme le constatait une autre croix de pierre dont le faîte a disparu dans les défrichements, mais dont le piédestal renversé est encore visible aujourd'hui sur la pente du gazon à gauche de la chaussée entre la Haie Sainte et la ferme de Mont-Saint-Jean. Un jour de bataille, ce chemin creux dont rien n'avertissait bordant la crête de Mont-Saint-Jean, fossé au sommet de l'escarpement, ornière cachée dans les terres, était invisible, c'est-à-dire terrible. Chapitre 8. L'empereur fait une question au guide Lacoste. Donc, le matin de Waterloo, Napoléon était content. Il avait raison. Le plan de bataille conçu par lui, nous l'avons constaté, était en effet admirable. Une fois la bataille engagée, ses péripéties très diverses, la résistance d'Hougomont, la ténacité de la Haie Sainte, Bauduin tué, Foy mis hors de combat, la muraille inattendue où s'était brisée la brigade de Soye, l'étourderie fatale de Guilleminot, n'ayant ni pétard ni sac à poudre, l'embourbement des batteries, les 15 pièces sans escorte, culbutées par Uxbridge dans un chemin creux, le peu d'effet des bombes tombant dans les lignes anglaises, s'y enfouissant dans le sol détrempé par les pluies, et ne réussissant qu'à y faire des volcans de boue de sorte que la mitraille se changeait en éclaboussure. L'inutilité de la démonstration de Piré sur Braine-l'Alleud. Toute cette cavalerie, 15 escadrons, à peu près annulés. L'aile droite anglaise mal inquiétée, l'aile gauche mal entamée, l'étrange malentendu de Ney massant, au lieu de les échelonner, les 4 divisions du premier corps, des épaisseurs de 27 rangs et des fronts de 200 hommes livrés de la sorte à la mitraille, l'effrayante trouée des boulets dans ces masses, les colonnes d'attaque désunies, la batterie d'écharpes brusquement démasquée sur leurs flancs, Bourgeois, Donzelot et Durut compromis, Quiot repoussé, le lieutenant vieux, cet Hercule sorti de l'école polytechnique, blessé au moment où il enfonçait à coups de hache la porte de la Haie Sainte, sous le feu plongeant de la barricade anglaise, barrant le coude de la route de Genappe à Bruxelles. La division Marcognet, prise entre l'infanterie et la cavalerie, fusillée à bout portant dans les blés par Best et Pack, sabrée par Ponsonby, sa batterie de 7 pièces enclouée, le prince de Saxe-Weimar, tenant et gardant malgré le comte d'Erlon,
Frischemont et Smohain, le drapeau du 105e pris, le drapeau du 45e pris. Ce hussard noir prussien arrêté par les coureurs de la colonne volante de 300 chasseurs battant l'estrade entre Wavre et Plancenoit, les choses inquiétantes que ce prisonnier avait dites, le retard de Grouchy, les 1500 hommes tués en moins d'1 heure dans le verger d'Hougomont, les 1800 hommes couchés en moins de temps encore autour de la haie Sainte, tous ces incidents orageux, passant comme les nuées de la bataille devant Napoléon, avaient à peine troublé son regard et n'avaient point assombri cette face impériale de la certitude. Napoléon était habitué à regarder la guerre fixement. Il ne faisait jamais chiffre à chiffre l'addition poignante du détail. Les chiffres lui importaient peu, pourvu qu'ils donnassent ce total. Victoire. Que les commencements s'égarassent, il ne s'en alarmait point, lui qui se croyait maître et possesseur de la fin. Il savait attendre, se supposant hors de question, et il traitait le destin d'égal à égal. Il paraissait dire au sort « Tu n'oseras pas ». Mi-parti lumière et ombre, Napoléon se sentait protégé dans le bien et toléré dans le mal. Il avait ou croyait avoir pour lui une connivence, on pourrait presque dire une complicité des événements, équivalente à l'antique invulnérabilité. Pourtant, quand on a derrière soi la Bérésina, Leipzig et Fontainebleau, il semble qu'on pourrait se défier de Waterloo. Un mystérieux froncement de sourcils devient visible au fond du ciel. Au moment où Wellington rétrograda, Napoléon tressaillit. Il vit subitement le plateau de Mont-Saint-Jean se dégarnir et le front de l'armée anglaise disparaître. Elle se ralliait, mais se dérobait. L'empereur se souleva à demi sur ses étriers. L'éclair de la victoire passa dans ses yeux. Wellington, acculé à la forêt de Soignes et détruit, c'était le terrassement définitif de l'Angleterre par la France. C'était Crécy, Poitiers, Malpaquet et Ramilly, vengés. L'homme de Marengo raturait Azincourt. L'empereur alors, méditant la péripétie terrible, promena une dernière fois sa lunette sur tous les points du champ de bataille. Sa garde, l'arme au pied derrière lui, l'observait d'en bas avec une sorte de religion. Il songeait. Il examinait les versants, notait les pentes, scrutait le bouquet d'arbres, le carré de seigle, le sentier. Il semblait compter chaque buisson. Il regarda avec fixité les barricades anglaises des 2 chaussées, 2 larges abattis d'arbres, celle de la chaussée de Genappe au-dessus de la haie Sainte, armée de 2 canons, les seuls de toute l'artillerie anglaise qui vissent le fond du champ de bataille, et celle de la chaussée de Nivelles, où étincelaient les baïonnettes hollandaises de la brigade chassée. Il remarqua, près de cette barricade, la vieille chapelle de Saint-Nicolas, peinte en blanc, qui est à l'angle de la traverse vers Braine-l'Alleud. Il se pencha et parla à demi-voix au guide Lacoste. Le guide fit un signe de tête négatif, probablement perfide. L'empereur se redressa et se recueillit. Wellington avait reculé. Il ne restait plus qu'à achever ce recul par un écrasement. Napoléon, se retournant brusquement, expédia une estafette à Franc-Étrier à Paris pour y annoncer que la bataille était gagnée. Napoléon était un de ces génies d'où sort le tonnerre. Il venait de trouver son coup de foudre. Il donna l'ordre au cuirassier de Milhaud d'enlever le plateau de Mont-Saint-Jean.